Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Conversation inspirante. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage, nous avons la joie, eh bien, de retrouver, parce qu'on s'était déjà connecté en 2021, il me semble, J'ai vu, ouais. Frédéric Médina avec nous aujourd'hui. Salut Fred. Salut, Stéphane, ça va? Ah, ça va super bien, je suis très heureux de qu'on passe ce moment ensemble. Euh, Pareil, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis ravi aussi. Et en plus, tu m'annonces qu'on va parler de moi, donc du coup, oui, c'est le ça sujet principal. je vais me faire encore du bien en parlant de moi. Non, je rigole, mais voilà, oui, non, non, c'est agréable et puis, j'adore l'exercice, alors du coup, voilà, ça Bah va être voilà. bien. Eh bien, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Fred, c'est possible. Oui, Euh, oui, 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 ah, j'espère. j'espère parce que du coup, voilà, comme ça, on fait des rencontres, c'est très bien. Exactement. Bah, Fred, il fonctionne aujourd'hui beaucoup à l'intuition. Mmh. C'est des informations qu'il reçoit d'une certaine manière, et qui lui disent oui, qui lui disent non. Là, ça a dit oui, donc moi j'en suis ravi déjà. Fred, est-ce que tu aurais l'audace de te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore? OK, et ben, donc du coup, voilà, je suis ravi d'être là, devant vous tous. Pour ce format-là que je trouve très intéressant parce que voilà, je te l'ai dit, j'aime bien les échanges, les conversations. Qui je suis? Qui je suis? Ben, je suis donc, un père de famille qui a fait une expérience de mort imminente en 2009 et qui s'est retrouvé complètement bouleversé par tout ça, du coup bouleversé, je mets un point quand même, d'honneur à expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la vie, moi, jusqu'à avant 2009, en fait, m'a forgé, m'a maté, enfin voilà, tout un tas de choses, qui sont pas forcément, agréables, que je vivais un peu comme tout le monde et mon expérience de mort imminente m'a permis de redevenir qui j'étais et j'aime bien dire ça, en fait, c'est en fait, on se retrouve vraiment, l'enfant, heu, à la naissance ou, dans ses, premières années, sans haine de quoi que ce soit, sans dualité, sans tout ça. Enfin voilà, un enfant qui joue. Alors, aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, donc voilà, je joue peut-être pas avec les mêmes jouets, hein. J'ai dit, tu vois, ça faisait plus par exemple, plus de 25 ans que je voulais passer le permis moto, ben, voilà, je me suis dit: «Ben, allons-y». Donc on gère un petit peu la vie comme ça, comme elle vient, comme ça le fait. Comme tu le disais, tu m'as proposé ça, moi tout de suite c'est oui, c'est non, voilà, vous comprendrez que ça a fait oui, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Ça fait non, ben, voilà, je suis pas là et je cherche pas à justifier tout ça, en fait. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc voilà qui je suis, bah, je suis conférencier. J'ai écrit, mon petit témoignage aussi d'expérience de mort imminente, alors c'est vraiment le fruit du hasard, hein. Que ça soit écrit et mis en livre, en fait, c'est parce que j'ai répondu à l'association, pour ceux qui connaissent, YANS. En fait, c'est mondial, ils récupèrent, en fait, tous les témoignages comme le mien, pour essayer, en fait, d'apporter une réponse, en fait, scientifique à tout ça et ça m'intéressait aussi parce que, du coup, je reste quand même assez, les pieds dans le sol. Enfin, voilà, je suis pas, je m'expanse pas trop non plus dans les choses, voilà, je suis assez, rationnel comme garçon cartésien. Donc voilà, ce que je suis amené à vivre d'extraordinaire, je vais aller vérifier aussi un petit peu, si je peux être amené à vérifier ce que j'ai vécu, en tout cas, je le fais. Donc voilà, j'ai répondu à un questionnaire, en fait et mon ordinateur, en fait, a attrapé un virus à ce moment-là. Ça faisait déjà 4 mois et demi que tous les soirs, je passais sur ce questionnaire pour pouvoir répondre aux questions et je me suis dit: «Là, je vais tout perdre». Donc en faisant un copier-coller, je me suis aperçu que ça faisait 80 pages et donc comme c'était en format réponse questionnaire, c'était quand même pas très lisible, quoi. Donc on a remanié tout ça et puis, est sorti un petit bouquin comme ça que j'ai auto-édité dans un premier temps pour, quand j'étais en conférence, tout ça. Enfin voilà, je trouvais c'est intéressant qu'il y ait un support aussi par rapport à tout ça. Et puis là, récemment, en fait, j'ai eu contact avec, Pure Santé Éditions. Je sais pas si tu connais, ils sont en Suisse. Ils sont spécialisés dans toutes ces choses-là un peu, les soins alternatifs, donc ils sortent des livres, des magazines et j'ai été invité à une table ronde en fait, chez eux et puis en étant chez eux, beh, j'avais envoyé mon bouquin, le 1er et je leur ai dit: «Bah, vous êtes éditeur, ça vous intéresserait pas de». Donc il y a eu une réédition en fait, de fait, par rapport à tout ça
Sinon, bah, je suis, donc suite à cette expérience de mort imminente, j'ai une compréhension de l'énergie, que je n'avais pas forcément, avant tout ça et donc ce qui a fait, on dit de fil en conversation, en fait, de moi, un magnétiseur, un Ah, médium, enfin voilà, enfin tout un tas de trucs comme ça. Moi, je j'ai du mal aussi avec les étiquettes, mais hem, j'aime assez m'appeler un curandero, en fait, parce que je suis assez proche, pour ceux qui connaissent mon histoire, du Mexique et tout ça et donc les gens, en fait, les hommes ou femmes médecine, en fait, là-bas, s'appellent curandero. Donc on englobe tout, magnétiseur, on englobe, médium, on englobe, tout ça. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a des perceptions énergétiques, multiples. Donc voilà, je me sens un peu plus proche de tout ça, mais donc là, pour, le territoire, on va dire, je suis ah, magnétiseur. Souvent les gens me disent: «Oui, j'ai vu dans une vidéo, vous parliez de médiumnité et tout ça», mais je ne veux pas me spécialiser là-dessus, en tout cas, ou rester, que sur le côté médium. Je l'explique, c'est lors des soins, par exemple, j'ai une personne qui a besoin, d'un message, elle l'aura, en fait, et sinon, enfin voilà, moi personnellement, je vais pas le chercher, enfin je pourrais aller le chercher, hein, c'est pas le problème. Mais c'est pas ma dynamique. Donc, si tu veux, quand ça se présente, je livre. En fait, voilà, comme ça m'appartient pas. Si la personne est là, elle a un message, et ben, elle le voilà. Mais donc, je suis un peu gêné avec ça et c'est pour ça que je profite de ça, c'est n'allez pas me prendre pour un médium, parce que souvent après les gens derrière les vidéos comme ça, on reçoit des messages, des trucs, voilà: «Est-ce que vous pouvez ci, ça?» voilà. Alors donc j'en connais des très bons, hein, médiums, c'est pas le problème. Mais, voilà. Eux, ils ont décidé de se spécialiser là-dedans. Moi, je suis plus quand même dans le soin. Enfin, je veux apporter du soin et enlever les douleurs, alors qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Voilà, c'est là-dedans que je me sens bien, quoi. Voilà. ok, ok, Fred. Donc Euh, voilà, je pense avant, qu'on a fait le tour, hein. si on revient avant 2009, d'abord, juste pour rappeler que curanderos, c'est vraiment l'étiquette qui te va mieux, on va dire, parce que au niveau de la sensibilité, c'est cette vibration-là qui fonctionne mieux. Ouais. Avant 2009, euh, avant cette expérience de mort imminente, que j'aimerais que tu nous racontes aussi, Fred, il faisait quoi? C'était quel type de personnage? Alors Fred, il faisait quoi? Il courait après le succès et l'argent, comme beaucoup. C'est-à-dire, je travaillais dans la sécurité, donc quelque chose de très à l'inverse de ce que je fais aujourd'hui, quoi, hein, vraiment, terre à terre et il faut en faire donc voilà, j'en ai fait. J'ai travaillé dans un PC de télésurveillance, en fait, pendant presque 20 ans, hein, pour tout dire et puis j'étais parallèlement à ça marchand de biens, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est j'achetais des appartements, je les rénovais, je les louais ou je les vendais, enfin voilà, donc j'étais un petit peu dans cette mouvance-là donc j'avais beaucoup d'argent, enfin en tout cas pas mal, beaucoup plus qu'aujourd'hui, ça c'est clair, mais j'aime à m'identifier comme un fantôme à la carte bleue. C'est-à-dire que moi j'ai pas pendant cette période-là, j'ai pas vu ma famille, grandir, j'ai pas vu, alors j'étais présent forcément, mais pas comme j'aurais, aimé, souhaité l'être. Mais c'est cette expérience-là qui m'a remis devant ça, en fait. Parce que sans cette expérience-là, ben, je serais encore dans cette mouvance-là et passé à côté des choses, qui, pour moi étaient essentielles, mais je les avais, occultées. Parce que j'ai compris qu'en fait, on est amené à vivre ce qu'on a décidé, alors que ça soit positif ou négatif, hein, ça c'est voilà, il faut vraiment se le dire. Mais tout ce qu'on a amené à vivre, nous l'avons décidé et donc c'est après la manière dont on va vivre toutes ces choses-là qui va être, vraiment différente et si tu veux, pendant cette expérience-là, moi, je me suis de nouveau rendu compte que j'étais père de famille, tu vois? Enfin, au début de l'expérience, tu t'oublies complètement en tant qu'homme, femme, tout ça, ça n'existe plus et au fur et à mesure du temps, en fait, on a été à me montrer, tout ça et quand j'ai observé ce que j'avais fait de mes enfants. Alors c'est pas bien, dramatique, hein, mais c'est juste, je me dis: «Bon, à part leur apporter le confort financier, et puis de quelques week-ends, mais quand tu es fatigué, quand tu es ci, quand tu es ça, tu vois? Tu peux pas trop, profiter comme tu devrais le profiter, en fait, voilà et là, quand j'ai observé ça, je me suis dit: «Ouais, si je peux retourner, je vais faire ça, différent, quoi».
Et ça, c'était le premier choc, de mon entourage, hein, parce que quand je suis sorti de l'hôpital, on va dire, et j'étais donc en arrêt maladie. Et à mon médecin, je lui disais: «Mais non, mais je travaillerai plus, c'est bon, moi je veux vivre, ce que j'ai envie de vivre et je ne travaillerai plus». Donc si tu veux, ça a inquiété un peu, autour de moi, quoi, en disant: «Il a cassé un truc là-haut et puis, ça va pas le faire longtemps, quoi». Parce qu'il a des enfants, enfin voilà, et ce que les gens ont pas compris, c'est que, bah, effectivement, j'ai pas arrêté de travailler. Dès que j'ai été en capacité de nouveau de travailler, j'ai travaillé, mais à mon rythme et dans ce qui me plaisait. Oui, Et voilà, et du coup, bon, il y a forcément des changements, qui peuvent s'opérer autour, mais comme c'était des décisions que j'avais prises moi et qui étaient au fond de moi, ça m'allait complètement. J'insiste vraiment sur le fait simplement de plus avoir le même train de vie, financièrement, tu vois? Enfin, ça peut être compliqué pour certaines personnes. bien sûr. Moi, je suis rentré là-dedans comme, je me suis jamais senti aussi vivant, que derrière 2009, quoi. Ça, c'est vraiment important. Et justement, tu parles de 2009, donc tu pouvais te considérer comme assez matérialiste, Ouais. ouais Ouais, et ouais, tes curandero, parents chaman, tout ça, magnétiseur, fallait pas m'en parler, et voilà. la mère de mes enfants, en fait, elle faisait de la numérologie, par exemple, tu vois? Et j'étais le premier à me foutre d'elle, quoi. Enfin, voilà, dire: «Tes trucs là, ça ressemble à rien, c'est à aucune, c'est pas juste et c'est pas, voilà, tu racontes n'importe quoi». Et au fur et à mesure du temps, ou en tout cas derrière cette expérience, je me suis aperçu qu'en fin de compte, ben, si, c'est pas si, éloigné du système, en fait, la numérologie, tout ça, il y a vraiment un rapport par rapport à tout ça. L'énergétique, c'est pareil. Il y a vraiment une influence partout, sur la matière, en fait. Et mais ça, je l'ai compris, après mon expérience. Avant ça, fallait pas me parler de tous ces gens. Pour moi, c'était des charlatans, des profitaient de la misère, des gens, tu vois? Enfin voilà, des beaux parleurs, des choses comme ça. Et c'est même à cause de ça que j'ai eu du mal à me lancer dans tout ça, tu vois? Parce Alors que qu'est-ce qui se passe en 2009? Alors parce que, de ce monsieur, Frédéric Médina que tu observes, en étant matérialiste, qui a besoin de choses très pragmatiques et cetera et d'un seul coup, il se passe quelque chose. Est-ce que tu peux nous raconter, bah, ce qui s'est passé en 2009, quoi? heu, donc l'expérience en elle-même, c'est ça que tu veux? Ouais, 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 Ouais. juste avant peut-être et puis pendant et puis après, voilà. Ouais. Donc bah, en 2009, en fait, je tombe malade, j'ai les bronches un peu prises et tout ça, et donc j'ai une douleur même qui me ceinture la poitrine. Et bon, moi, je suis pas quelqu'un qui va tout de suite chez le médecin, donc je laisse un peu traîner ça 4-5 jours, tu vois? Et bon, je sens que ça devient de plus en plus présent et de plus en plus compliqué. C'est-à-dire, j'avais des difficultés à respirer même, voilà. Donc au bout d'un moment, je me dis: «Bon, bah, je vais aller chez un médecin quand même, aller faire vérifier ça». Donc mon médecin traitant habituel n'était pas disponible, je vais chez quelqu'un d'autre, voilà. Diagnostic là-dessus, une grippe intestinale, heu, s'il veut, voilà. Il me prescrit des paracétamol, des trucs, et il me dit: «Bon, si dans 2-3 jours ça va pas mieux, vous revenez me voir et on verra un peu plus, en détail». Sauf que les 2-3 jours après, c'était le week-end de Pâques. Donc du coup, férié, machin, tout ça. Et la seule, on va dire, option que je pouvais avoir, c'était d'appeler le 15, le SAMU, et puis, me retrouver aux urgences. Mais pour moi, à ce moment-là, mon état, justifiait pas de faire tout ça. Donc je traîne derrière ce week-end de Pâques, et je me dis: «Bah, dès que tout le monde est de nouveau prêt à travailler, je vais aller les voir». Donc je me suis rendu, par moi-même, en fait, voir ce médecin, et pendant cette période-là, j'ai pas dormi plus de 3/4 d'heure, je crois, sur 5-6 jours. Bah, c'était vraiment un truc, incroyable. Je pouvais pas m'allonger, parce que si je m'allongeais, ça me coupait la respiration. Et après coup, en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais plus que 5 de capacité pulmonaire, parce que du coup, j'avais les poumons remplis d'un liquide. Et donc j'ai fait une pneumopathie, voilà, assez sévère, hein, parce que du coup, c'était vraiment, bien plein. Et et une péricardite, donc c'est-à-dire le muscle péricarde autour du cœur, entre le cœur et ce fameux muscle, en fait, il y avait un liquide, une infection, donc il venait comprimer le cœur. Et voilà, donc je suis arrivé par mes propres moyens à l'hôpital, en fait, comme ça, avec 5 de capacité pulmonaire, et ci et ça. Une tête de boxeur, en fait, parce que je faisais de l'œdème et tout, enfin voilà, un truc, vraiment, Rien à voir avec la grippe intestinale, quoi, ah complètement, ouais, parce que quand je me suis même arrêté donc au cabinet du médecin.
Il était sur la route de l'hôpital, donc voilà, il m'a regardé, il m'a dit: «Hop, j'appelle les urgences, ils vous attendent, quoi». Enfin, voilà, c'est allez-y vite, hein, et donc j'arrive avec ça parce que même en plus, je prenais, presque un gramme de paracétamol tous les 3/4 d'heure, 1 heure. Ce qui calmait un peu, puis tu vois, ça me mettait un peu dans un état comateux en fait, pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis après, bah, la douleur me réveillait, donc voilà. Et je m'en rappelle quand je suis arrivé à l'hôpital, je dis: «Voilà, je prends ça, à peu près toutes les heures, 1 gramme». Le médecin me dit: «Mais vous êtes complètement fou, enfin rien que ça aurait pu vous tuer en fait. C'est une surdose, incroyable quoi», enfin voilà. Et je dis: «Ouais, mais il y avait que ça qui pouvait répondre un peu, et m'apporter du calme». Donc je suis transféré à l'hôpital et là, forcément on traîne pas, plus que ça. Après une radio, ils s'aperçoivent que j'ai plein de liquide dans les poumons et puis le cœur pose un problème, donc ils me disent: «Bah, vous inquiétez pas, en fait, c'est des opérations bénignes, hein, en tout cas pour le cœur. On ouvre et on vient libérer le cœur qui est entre le cœur et le péricarde, et puis, bon, bah, pour les poumons, on va drainer et puis, voilà, c'est une histoire de 3/4 d'heure et puis, on n'en parle plus, quoi». Et donc Tu es rassuré à ce moment-là? Tu t'es ouais, mais je suis même pas inquiet, en fait. Ah OK. Ouais, parce que, j'ai jamais été hospitalisé, jamais opéré, tout ça. Enfin, tu sais, les gens ont des fois une appréhension et j'avais cette appréhension-là de l'hôpital, de me faire opérer, la peur de mourir. Alors ça, c'était vraiment un truc, hallucinant chez moi. Mais si tu veux, c'est ça que j'aime bien dire, en fait, c'est 2 3 jours avant, bah, cette fameuse expérience, donc on peut dire, mort ou expérience de mort. On sent arriver tout ça et il y a tout un tas de choses qui s'ouvrent déjà. Bah, moi, j'étais dans un calme olympien, en fait. C'était les autres qui étaient inquiets pour moi, enfin, tu vois, en m'observant et tout ça, mais moi, j'étais là tranquille, ouais, non, non, ça va aller. Donc aucune inquiétude par rapport à tout ça, et donc tu te rappelles, j'étais en position assise et ben, l'heure de l'opération arrive et en fait, on me transfère sur la table d'opération et je me maintenais encore assis. Enfin voilà, je forçais un peu pour me maintenir assis et je me rappelle de l'anesthésiste en fait qui commence à me pousser sur l'épaule pour, bah, pour me faire allonger et je retenais donc il me dit: «Bah, vous inquiétez pas, on va vous endormir, enfin c'est une opération bénigne». En fait, il pensait que j'avais peur de me faire opérer, je ne sais pas, et il insistait, puis au bout d'un moment, je me dis: «Bon, bah, lâche en fait». Toi, tu es dans une salle d'opération à l'hôpital, enfin je veux dire, si t'arrive quelque chose, je pense qu'ils vont pouvoir faire, rapidement ce qu'ils doivent faire. Et puis, bah, s'ils peuvent pas, bah, ils peuvent pas. En fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai lâché. Tu vois ce que je veux dire? C'est, hem, presque ce que je dis aujourd'hui maintenant, je m'en fous. Voilà. C'est OK, le mec, il veut que je m'allonge, mais simplement, je lui dis: «Moi, je peux pas m'allonger parce que si je m'allonge, je ça me coupe la respiration», et donc je lui dis: «Si je m'allonge, je meurs». Bah, c'est vraiment comme ça que j'ai sorti ce truc-là, et tous les gens autour, ils se sont un petit peu arrêtés, tu vois, en me regardant avec un sourire un peu coincé, gêné, enfin voilà, un truc comme ça, et je me suis dit: «Bon allez, lâche l'affaire». Parce que tu es en train de retarder tout le monde là-dessus et ça le fait pas. Donc je me laisse aller, je m'allonge et je me rappelle pas avoir posé la tête sur la table d'opération. C'est-à-dire que je commence à m'allonger et là forcément je sens le souffle, voilà, qui coupait, vraiment, vraiment, malgré que j'ai un masque et tout ça, enfin voilà, il y a, et d'un coup je me sens de nouveau assis sur la table d'opération. Tu sais, comme un zébulon en fait, mais simplement avec ce truc, c'est comme si j'avais fait, tu vois, prendre une grande inspiration, quoi. Je me rappelle même avoir eu les bras ouverts comme ça, tu vois, pour, et entre des respirations, comme ça et tu vois la différence, tout ça, enfin, j'ai presque envie de te dire que je sentais presque l'air rentrer en moi, tout ça, et cette douleur qui s'échappe, et là, je me dis: «Waouh, tu sais, mais c'est bouge pas». Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai eu, hein, c'est pour ça que je le ramène comme ça. Tu la bouge pas, tu as plus mal, tout ça, c'est rien que du bonheur, profite un peu. Tu sais, comme une rage de dents qui va s'arrêter 2 minutes et tu vas dire: «Oh là là, voilà, j'espère que ça va pas repartir». Donc c'était un petit peu dans cet environnement-là, que j'étais. Donc je me retrouve assis. Par contre, tout de suite derrière, je me dis: «Mince, en fin de compte, je vois tout blanc». Voilà, tout était blanc. J'ai même ce truc de mettre mes mains devant mon visage pour faire ça, donc je sentais que j'avais des mains, si tu veux, des bras, mais je les voyais pas, tout était blanc. Si tu veux, c'était presque le filet d'air, en fait, entre les doigts qui me redessinait à ce moment-là.
J'avais toujours conscience que j'étais assis sur cette table d'opération dans l'hôpital. Tous les gens autour de moi avaient disparu. Enfin, je veux dire, voilà, tout était blanc et j'étais pas, comment dire, en interaction avec eux. En fait, j'étais juste sur moi, assis et alors profiter de ce bonheur, de délivrance, en fait, pour la souffrance. Et là, derrière ça, je me dis: «Oh là là, tu vois tout blanc, tu as plus mal, tu es mort». Bah, c'est vraiment bing, bing, bing comme ça que c'est arrivé. Sans aucune, crainte, sans aucune peur, sans aucun rien, tu vois? Enfin, c'est vraiment, et donc immédiatement après ça, je sens ce que je suis dans ce blanc-là. Je sens que je il y a encore un Frédéric si tu veux, mais je peux pas le voir, mais je sens qu'il est assis sur cette table. Bon, je sens que ce Frédéric-là, en fait, il commence à faire des cercles comme ça, horizontaux, de plus en plus larges et de plus en plus rapides. Donc du coup, au bout d'un moment, je suis plus sur la table, en fait. Tu vois? Ça va beaucoup plus loin, mais je reste au niveau de la table, en fait, au niveau de la hauteur, ça reste à ce niveau-là et c'est de plus en plus large, de plus en plus rapide, jusqu'à ce que je vienne, frotter, en fait, un mur, sur ma droite. Donc, le premier tour, on va dire, dans mon souvenir, je frotte, donc je prends conscience qu'il y a un mur. Je le vois pas spécialement, mais je prends conscience qu'il y a un mur et le tour suivant, je passe dedans. Et là, c'est assez curieux parce que je vois, comment il est fait, comment il est fabriqué, son énergie, sa composition, toutes ces choses-là et j'observe ça et moi, je suis un garçon très curieux, donc je me pose même pas de questions. Pourquoi je vois ça? Comment ça se fait? Enfin, voilà, tout ça, c'est mis de côté. Je profite vraiment de ce qui se passe. Ces tourbillons, je sais pas pourquoi je les fais, mais à ce moment-là, je me pose même pas la question, tu vois? Si tu veux, je me laisse aller dans ce truc-là et le tour suivant, du coup, je passe de l'autre côté du mur et là, je vois une salle de repos sur lequel il y avait une table, des restes de repas, des bouteilles, du vin. Alors je sais, j'ai eu la confirmation de ce souvenir-là 9 ans après, quand j'ai commencé à faire des conférences un peu dans la région et tout ça et 9 ans après avoir raconté quand même tout ça, je te laisse imaginer le fait de dire: «Je passais à travers un mur et j'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté». Une infirmière dans la salle qui se lève, elle dit: «Oh, j'ai pas de questions à vous poser forcément, mais je suis là pour confirmer ce que vous êtes en train de dire. Il y a effectivement bien une salle de repos, là où vous l'indiquez, mais elle dit: «Le problème, c'est que vous aurez pas forcément officiellement, de témoignages parce que je parle de repas, traiteur, tout ça, c'est bon et je parle de bon vin». Parce que je me fais même la réflexion à ce moment-là, je dis: «OK, les médecins, même sur leur, lieu de travail, en fait, ils savent se mettre bien, quoi. C'est pas un sandwich à la machine en bas, c'est vraiment, des trucs, mais faut pas oublier qu'on était le week-end de Pâques ou derrière le week-end de Pâques, donc du coup, c'était peut-être un truc un peu plus, voilà, précieux. Mais elle me dit: «Mais ça, on n'a plus le droit, en fait. Enfin, on n'a plus le droit de faire ça et donc personne vous dira: "Bah oui, effectivement, il y avait du bon vin et des" ou les Gaston Gérard, je m'en rappelle. Enfin, bah, c'est vraiment un truc et après ça, vraiment après, hein, tu te dis pourquoi tu es passé à travers ce mur et que tu as été voir cette table? Bah, c'est parce que les 7-8 jours avant, ce moment-là, cette expérience-là, j'avais quasiment rien mangé et le fait de me sentir bien, en fait, le 1er j'ai l'impression que le premier réflexe, en fait, on va tout de suite chercher, ce qui pourrait t'amener à remplir le manque, qui était juste avant. Tu parlais tout à l'heure de Nicole Dron, par exemple, elle était tellement inquiète pour ses proches que le premier truc qu'elle fait, c'est voir ses proches. Il y a le témoignage de je sais plus qui là, je sais plus son nom en français quand même, mais qui dit simplement: «Ah, la cafetière au 4e étage, elle coule sur la prise, faudra faire attention, c'est dangereux». Et ce gars en fait, qu'est-ce qu'il dit et pourquoi qu'il ramène ce truc-là? C'est parce qu'il avait envie de boire un café et qu'on lui a sûrement interdit, tu vois, avant, l'opération ou l'expérience. Et dès que tu te sens un petit peu plus en possession de ce que tu es, ben, voilà, on va dire que le premier déclic, en fait, va rester, purement, basique, en fait, voilà, c'est vraiment ça. Et donc voilà, je tourne là-dedans et après ça, dedans, enfin, dans cette expérience, tu es amené à te poser des questions, des trucs, mais ça file vraiment, dans tous les sens. Et si on faisait cette expérience-là, équipée comme on l'est là, le cerveau, il claquerait au bout d'un millième de seconde. C'est trop d'informations, trop de sensations, trop de choses comme ça.
qui serait, immédiatement rejeté, en tout cas, par le cerveau, à mon sens, hein. Et donc là-dessus, je me demande si alors pourquoi? Je sais pas, si le soleil brille au-dessus des pyramides au Mexique et donc je suis dans cet environnement blanc-là tout seul, j'ai cette question qui tombe et du coup, ben, j'appelle ça moi un espèce de sas. J'ai l'impression que cet environnement blanc-là, c'est un sas. J'ai une question, bien précise et j'ai pas le temps de finir de me poser la question. Bon, c'est assez rigolo parce qu'à la moitié de la question, verbalement, en fait, tu as déjà la réponse et tu peux même entendre la question qui finit de se poser, en fait. Enfin, ça va tellement, à une vitesse incroyable que c'est comme ça que je ramène ça. Mais, et ben, je me retrouve donc ce blanc s'ouvre un peu, quelque part, enfin, en tout cas, se modifie et je me retrouve, en fait, un peu en hauteur et à voir en plongée comme ça une cité, au Mexique et comme un j'aime bien dire ça parce que je vois un grand, un chemin comme ça assez sombre, tu vois? Comme une espèce de piste d'atterrissage et je dis, tu vois, comme un Superman, tac, j'arrive là-dessus et je vais jusqu'au bout de cette fameuse cité et je m'assois sur la marche la plus basse d'une pyramide. À mon arrivée, en fait, tu sais, comme, les gamins quand ils glissent sur les bancs, tu sais, puis qu'ils essayent de s'arrêter juste au bord avant de tomber, tu vois? C'était vraiment un peu ce truc-là. J'arrive vraiment comme ça et donc je regarde au sol, je vois une petite fleur jaune avec un papillon blanc dessus et en fait, à mon arrivée, je dois déplacer de l'air ou je ne sais quoi, des énergies ou des trucs et je le dérange, donc du coup, il s'envole. Mais moi, ça me permet de le poursuivre un peu comme ça, bah, du regard sans les yeux, enfin voilà, bah, c'est juste, voilà, je poursuis en fait son envol, ce qui me fait, lever la tête et je m'aperçois que le soleil brille en fait au-dessus de la pyramide sur laquelle je suis assise et ça répond à ma question et bang, ça me renvoie tout de suite, dans ce fameux sas blanc là, où j'étais, donc, bah, sur la table d'opération, à faire, bah, mes tourbillons et puis, voir ma salle à côté. La différence par contre, c'est que quand j'aime bien dire ça, quand je suis revenu du Mexique, j'ai été accueilli par mon grand-père paternel qui est décédé en 1984 et donc mon expérience 2009, tu vois, ça faisait déjà, quelque temps qu'il était décédé. J'avais pas particulièrement de contact, affectif avec lui. Enfin voilà, c'est assez particulier. Mon grand-père, bah, il est décédé, j'étais très jeune déjà, donc on n'a pas trop eu le temps non plus de créer des liens parce que souvent les gens disent: «Ah ben, j'ai un super grand-père ou une super grand-mère et j'imagine que c'est elle qui ou lui qui m'accueillera». C'est pas forcément, comme ça que ça fonctionne. En tout cas dans ma compréhension, puisque, j'ai demandé à mon grand-père pourquoi il repartait pas comme, nous on a pu le faire ou, si, les gens s'intéressent un peu aux réincarnations, enfin c'est un peu le même chemin tout ça. Il m'a dit simplement qu'il m'attendait moi, donc du coup quand je vais retourner, je prendrai sa place et lui pourra de nouveau en fait, refaire les choses différemment ou autrement ou en tout cas il a des envies et moi j'ai été amené à lui poser cette question-là pendant cette expérience en disant: «Mais tu as des envies, alors pourquoi tu n'y vas pas?» Il me dit: «Bah, en fait c'est un espèce de mécanisme comme ça et et c'est comme ça que ça marche» et donc du coup, il attend pour l'instant et il pourra refaire le moment venu. Donc et la petite blague, c'est que quand on arrive ici, on se rappelle absolument plus, de rien, de ce qu'on est venu faire ici, sinon ça serait pas rigolo. Donc voilà. Donc là, je vois mon grand-père et du coup, il me dit: «Bah, c'est bien, tu as l'air de t'amuser un peu dans tout ça» et moi, je suis très heureux de le voir et enfin, c'est vraiment, c'est un truc, incroyable. Il me dit: «Tu as l'air de t'amuser quand même, assez bien» parce que je dis: «Ouais, tu te rends compte, on peut faire ça, on peut ci» enfin voilà, c'était vraiment un truc, voilà. Il m'a dit: «Tu es pas là pour ça et il va falloir que tu retournes parce que, c'est pas le moment» et donc là, moi, je me rappelle, en fait, il y a une espèce de flash comme ça, hôpital, 5 de capacité pulmonaire, des souffrances incroyables. J'ai dit: «Ah non, non, tu es gentil, moi je reste là». Parce que j'ai pas envie de retourner dans le foin dans lequel j'étais, quoi. Donc et là, en fait, c'est,
mis en place, en fait, quelque chose d'assez particulier. Donc on m'a montré ma vie et c'était sur des bouquins. D'autres vont te dire, c'était des films ou des choses comme ça, mais moi, c'était des livres et donc chaque page, en fait, c'était, des millièmes de secondes de ta vie, sur une décision, sur, quelque chose que voilà. Et c'est là que j'ai compris que tout est tracé, en fait. Notre bouquin, il est écrit, du début jusqu'à la fin. Il y a une trame à suivre et puis le libre arbitre ou les choses comme ça, des fois, où la société font que, bah, ça va t'éloigner de ce que tu es amené à faire vraiment et beh, c'est pour ça que beaucoup de gens qui sont perdus un peu dans ce qu'ils font ici simplement ou pourquoi ils sont là et voilà. Donc on te remonte tout ça, alors sur les choses positives et les choses que tu as checkées, c'est-à-dire que tu étais venu pour vivre ça, tu l'as vécu et c'est juste parfait. Ça, on va pas traîner des années, on va traîner sur les trucs qui grattent un peu. J'aime bien dire gratter parce que voilà, c'est vraiment comme ça que je le prends et là, bah, tu es amené à te juger, mais vraiment toi, en fait, c'est pas les autres et à ce moment-là aussi, c'est pareil, j'étais pas seul, donc il y avait mon grand-père et j'ai eu aussi le bonheur de revoir tous les défunts de ma famille. Ils étaient là aussi avec moi et ils étaient là pour compliquer la tâche de se juger. C'est-à-dire que donc je le raconte, j'ai peut-être déjà dit, je mets toujours cet exemple-là en fait, hein, j'ai 17 ans dans un quartier un peu, populaire. En bas de mon bâtiment, il y a un vélo, je le prends, je vais faire le guignol avec dans le quartier, plus loin et je le laisse, comme ça, je rentre chez moi. Donc ça, c'est ce que j'observe et on me montre tout de suite que c'est pas ce que je devais faire, en tout cas ce jour-là. Mais on me dit: «Voilà, c'est ça que tu as fait» et on me montre en fait que ce vélo-là, il appartenait à une des voisines, qui était seule à élever, 2-3 enfants, enfin voilà, donc elle avait un vélo parce qu'elle a pas le moyen d'avoir de voiture, enfin tu vois, pour placer un petit peu, tout ça et moi on me montre et sa souffrance en tout cas, c'était la mienne à ce moment-là. Son incompréhension, sa douleur en fait par rapport à ça pour dire: «Ben, tu sais j'avais un vélo, maintenant j'en ai plus, je vais plus loin en fait, hein». Tu sais, elle était souvent en retard parce que les enfants c'est compliqué à gérer et ben là, plus de vélo, encore plus en retard, elle perd même son emploi, enfin tu vois, si tu veux, sur un espèce de un instant de vie qui est pas forcément, dramatique. Tu piques un vélo, voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dramatique à faire. Mais, moi, je me suis rendu compte de toutes les conséquences qu'il y avait derrière, tu sais, tout ce qui en découlait. Tout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, quand j'interagis avec l'autre, et ben, je fais vraiment attention à ça et en tout cas, je sais que si ça découle vers des choses qui sont négatives, je les assume complètement. Enfin, tu vois, je suis pas devenu béni oui-oui, en fait, hein. C'est vraiment, je peux être très sympathique et puis, des fois un peu moins. Voilà, ça dépend des circonstances et tout ça, c'est juste, hein. Il faut pas se dire que c'est pas parce qu'on n'est pas sympathique sur une situation ou l'autre que c'est pas juste. Donc c'est moi, je vais chercher toujours le juste et après je justifie pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Voilà, c'est pour moi, normalement, c'est un équilibre et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc tu revois tout ça et tu amené à te juger. Je me disais, donc à ce moment-là: «Ah si j'ai la possibilité de faire autrement», parce que j'ai pas cherché à me flageller ou à m'excuser par rapport à cette dame ou même ses enfants, tu vois? Ça c'est fait, voilà. Je sais que de toute façon je peux pas rattraper. Par contre, si la situation se représente ou quelque chose de similaire, je le fais autrement. Parce que j'ai appris qu'en faisant ça et pour moi c'était pas forcément, plus grave que ça, toutes les conséquences qui pouvaient en découler. Et pourquoi je te dis, le chapelet là de mes défunts a été un peu compliqué aussi à gérer, c'est parce qu'ils m'ont dit quand j'étais dans le jugement de me dire: «Bah, c'est pas juste d'avoir fait ça, il aurait fallu faire autrement». Eux, ils me disaient: «Mais non Fred, tu te trompes». Ah, je dis: «Mais non, je me trompe pas, c'est regarde un peu le foin que ça a fait, chez cette dame, tout ça pour un après-midi, où j'aurais pu occuper à autre chose». Ils m'ont dit: «Mais non, c'est juste parce que tu as eu envie de le faire, donc tu l'as fait. Maintenant les conséquences derrière, bah, ma foi, voilà. Alors aujourd'hui tu les supportes pas et elle est là la petite leçon, c'est que si tu supportes pas les conséquences de ce que tu fais derrière, bah, effectivement, il faut peut-être être amené à changer». Voilà. Mais c'est un peu, donc tu comprends tout ça. Je tourne ces fameuses pages, je redécouvre que je suis père de famille,
dis: «Ah tiens, j'ai une fille». Alors je vois ce que je fais avec et tout ça et là, du coup, comme je te disais, aussi tout à l'heure, ben, je m'aperçois que plutôt que d'aller travailler et chercher de l'argent en maximum, je pourrais peut-être faire autrement avec mes enfants. J'ai pas fait des enfants pour ça, en tout cas. Et donc là, pareil, même principe. Je me dis: «Bah, si j'ai l'occasion de faire, autrement, je le fais» et là, j'ai eu envie de voir mes enfants. C'est la première fois que, dans cette expérience-là, j'ai eu envie de, tu vois, vraiment de retourner un peu dans ma vie, en fait, quelque part, et comme je t'ai expliqué, ben, du coup, dès que tu as des envies, dès que tu as des questions, en fait, tu as la réponse et puis l'envie, ben, du coup, on t'amène aussi à la réponse. C'est-à-dire, je me suis retrouvé, bah, chez moi. Donc j'aime assez dire ça. Je me suis promené, en fait, hein, sur la route, tout ça, je reconnais vraiment tout. Il y a un pont avant d'arriver et pour, expliquer la complexité de cette expérience-là, sur les murets, j'aime bien dire ça, tu vois? Je passe, il y a des animaux, mais c'est un papillon et un lézard. On me parle d'autres animaux, j'ai pas souvenir d'avoir, mais là, ce petit lézard-là, du coup, je passe sur le pont et pareil, je dois lui faire peur et ce qui est assez perturbant et c'est pour ça que j'aime bien le raconter, c'est que, tu vois, en se déplaçant comme ça avec sa queue, il bouge un petit gravier, en fait et je sais où le gravier va tomber avant qu'il tombe. Et après ça, en fait, toutes les informations sur le lézard, donc si c'est un mâle, femelle, quel âge il a, combien de temps il va vivre, est-ce qu'il a des petits, des machins, des trucs, où est-ce qu'il vit? Enfin, je vois tout, en fait, sur lui et ça va plus loin. En fait, la maçonnerie de ce pont, je vois le gars qui a taillé la pierre, je vois le gars qui l'a posée, je vois plus loin que ça, en fait, je vois tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ont été amenés à vivre. Enfin, c'est vraiment comme si tu te connectais, en fait, à tout ça. Et la pierre, bah, tu vois la composition, tu vois d'où elle était extraite, tu vois, et je te dis, rien que ce truc-là, tu vois, je passe sur un pont, on reste sur le lézard qui déplace un caillou et tout ça. Si on ramène ça là, c'est juste ingérable en fait pour la tête et ça se passe vraiment dans le calme en fait, hein. Moi, c'est passé fluide, hein. Quand on le raconte, ça peut paraître un peu compliqué, ou en tout cas, on a déjà du mal à le raconter parce que ça part dans tous les sens. Mais comme j'aime à dire aussi, j'ai entendu le brouhaha de la terre. Brouhaha de la terre, j'ai entendu tout le monde parler sur la terre en même temps. Si techniquement on pouvait faire ça, à mon avis, les tympans ils pètent ou je sais il y a un mal de tête qui va venir, et là c'est curieux, j'entendais tout le monde parler et tu peux, faire le focus sur une conversation et c'est assez curieux, tu te diriges tout de suite sur la conversation et bah, tu es là face aux gens qui sont en train de parler. J'ai eu ce cas-là. Ils avaient un souci, je sais plus lequel, hein, mais j'étais devant eux en leur disant: «Hey les gars, c'est simple, c'est comme ça, comme ça, comme ça» et puis ils m'écoutaient pas. Ben, voilà, donc j'ai eu plusieurs fois ce truc-là, bah, comme quand j'arrive chez moi, ils se sont retrouvés, dans le noir parce qu'il y avait un orage à ce moment-là, donc mes enfants étaient assez jeunes, hein, mon fils 1 an, ma fille, 4 ans à peine et leur mère, en fait, était avec le téléphone et l'hôpital toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, qui l'appelait pour, quasiment lui dire, dans ces mots-là: «Il est encore vivant, il est encore vivant et il est encore vivant» et à un moment, on lui a dit: «Bon, il faudrait penser à préparer des affaires pour une mise en bière», parce que pour eux, en fait, j'étais perdu. Enfin, vraiment, à ce moment-là, voilà. Donc je te laisse imaginer l'ambiance, en fait, qui régnait dans la maison à ce moment-là et là, le Toi, tu la courant ressens? Toi, tu la hein? ressens, l'ambiance? Tu la ressens, les émotions de ta Ah ouais, mais c'est un truc, mais c'est d'une violence incroyable. Si tu veux, en fait, quand donc j'ai eu les enfants et leur mère, toutes leurs inquiétudes, leurs questions, leurs peurs, tout ça, c'était les miennes. Enfin, c'est comme si c'était les miennes, mais décuplées. Autant, la joie, tu vois, souvent tu entends parler du tunnel blanc, le bonheur, le machin. Donc cette joie-là, elle est décuplée par rapport à quelque chose qu'on peut connaître ici. Bah, tout ce qui est négatif, c'est décuplé pareil. C'est plombant, mais c'est juste incroyable. Et donc j'arrive en fait, j'aime bien dire j'arrive par les pieds de tomate, tu vois? Et j'aime bien dire ça parce que souvent les gens moi j'ai vécu l'expérience de mort, donc je suis mort, j'en ai eu conscience rapidement, mais ça n'a pas empêché de m'intéresser à tout un tas de choses. Si tu veux, tu sais, il y avait rien de grave. Enfin voilà, pendant cette expérience-là, moi j'ai rien vécu de grave ou j'étais pas en situation à me dire, «Mince», enfin voilà.
et on avait des tout petits pieds de tomates comme ça, qui devaient faire 3-4 centimètres, qui devaient, voilà 5-6 pieds, et en fait, je me suis arrêté là et j'ai passé, bah, ce qui me servait de main, là, et quand je passe dedans, tu te connectes et tu les pieds de tomates, enfin, en tout cas, tu as cette compréhension, comme je le parlais sur le pont, tu as tout un tas d'informations, et là, je me dis: «Oh bah, t'inquiète pas, les pieds de tomates, je les ai vus grandir». Je pouvais te dire à ce moment-là combien de tomates il y aura eu, combien de kilos, enfin voilà, toutes ces infos, je les avais, et je finis par me dire: «Bon, bah, pour les pieds de tomates, t'inquiète pas», tu vois? Et j'étais encore pas rentré pour voir mes enfants, mais je m'arrête quand même sur 6 pieds de tomates. Pour dire juste que, hem, il y a rien de grave, enfin, il y a rien de grave. Je sais pas si, ça va être vraiment compréhensible ce que je suis en train de dire, mais, je si j'ai besoin, je peux prendre le temps de m'arrêter sur 6 pieds de tomates avant d'aller, voir mes enfants. Tu ressens une Hem, sérénité par rapport à tout ça. Tu es pas, obstrué par, diverses, énergies. Là, tu es vraiment dans le moment présent, tu es en ouais, train de c'est vivre ça ça, avec sérénité. et c'est pour ça que je dis ça comme ça, parce que certaines personnes derrière la en écoutant, en regardant la vidéo, vont se dire: «Mais attends, il a peut-être autre chose à faire que de s'intéresser aux pieds de tomates», tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que vraiment, à ce moment-là, les pieds de tomates, me posaient, un souci, en tout cas me questionnaient, donc j'ai pris le temps de m'arrêter là-dessus, et ça a eu aucune influence ou, conséquence, sur le reste, si tu veux. Et pour la petite histoire, tout ce qui était derrière la façade, tout ça, je voyais que les molécules, comme je voyais le mur à l'intérieur à l'hôpital, tu vois? C'était vraiment, le réseau électrique, les voilà, les cellulaires, tout ça, enfin voilà, c'était juste, agréable en plus, hein, ça pétille dans tous les côtés, enfin voilà, c'est vraiment beau, et je suis rentré dans la maison et là, par contre, bah, tout s'est matérialisé comme je peux le voir là aujourd'hui. Donc j'ai vu mes enfants et leur mère, donc attablés comme ça, et moi je me plaçais devant eux comme ça, donc je sens la peur de l'orage, hein. Un gosse de d'1 an et de 4, soudainement plongé dans le noir, voilà, il est tard, enfin voilà, donc c'est déjà anxiogène, et puis dans la situation dans laquelle il se trouvait, en fait, voilà, donc c'était vraiment décuplé. Je prends ça en pleine poire, moi, et j'étais là, je leur disais: «Non, mais vous inquiétez pas, tout va bien déjà pour moi, c'est génial, enfin voilà, je vis des trucs incroyables», et je leur dis: «Mais sur le côté là du de la gazinière, il y a une bougie, des allumettes, vous mettez ça sur la table, et hem» Et le courant va revenir, voilà, vous inquiétez pas, vous stressez pas, et je leur parle, enfin, j'ai l'impression de leur parler, et personne m'écoute et ils restent, en fait, dans leur peur, dans leur truc, dans leur machin, et ça me renvoie, forcément là où je suis. Et pour la petite anecdote, quand, leur mère est venue, me voir à l'hôpital, parce qu'on lui a dit: «Mais il sort du coma, là, à peine, donc si vous voulez venir, lui rendre visite», donc des tubes de partout, des machins, mais pour communiquer, on te donne une ardoise, tu vois? Puis un feutre. À peine elle arrive, elle s'assoit, et moi je lui écris quoi? Je lui écris: «La prochaine fois que je te parle, va falloir que tu te mettes à m'écouter», et je lui donne l'ardoise. Donc je vois qu'elle dit ça, elle ouvre des yeux, mais vraiment, elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire?» Donc j'efface et je lui dis: «Mais l'autre soir, je suis venu à la maison, il y a eu, une coupure de courant, vous vous êtes retrouvés dans le noir, je vous ai dit où étaient les bougies, les trucs, les machins, personne m'écoute, tout le monde s'en fout». Et à ce moment-là, en fait, quand je lui écris sur l'ardoise, j'ai même pas conscience, en fait, que je suis sorti de mon corps, que j'ai fait une expérience de mort imminente, que j'ai ci, que j'ai ça. Moi, je me réveille et je suis brut de décoffrage, en fait. Voilà. Et là, elle me dit: «Ouais, mais tu es bien gentil, mais ça fait plus de 8 jours que tu es là, et tu sors seulement du coma». Donc, là, elle commence déjà à se poser des questions, et je finis par lui dire: «Ah bah, tu diras à ma mère, là, tu vas vite lui dire qu'elle arrête, en fait, le médecin, parce que en f j'ai un autre voyage, mais, là, c'est pas moi qui ai décidé, c'est ma mère qui m'a attiré à elle». Et c'est ça aussi que j'ai compris, que j'explique aux gens, c'est-à-dire que quand tu parles d'un défunt, bah, vaut mieux en parler positivement d'ailleurs, ou avoir un souvenir, tu vois? Pour quelqu'un, tu l'attires à toi. Voilà, il est dans l'environnement. Lui, il peut décider aussi de venir par lui-même, ça, c'est pas le problème, mais là, pour ma mère, en fait, j'ai pas eu envie, elle aime pas entendre ça, mais j'ai pas eu envie d'aller la voir spécialement, tu vois? Dans l'expérience, c'est vraiment elle qui m'a attiré. Et qu'est-ce qui s'est passé là, en fait? Je me suis retrouvé dans le couloir du cabinet médical, donc de mon médecin traitant. Si tu notes bien, au début, je te dis, il était pas dispo, donc j'ai été voir un autre, et ma mère, elle se plaçait debout comme ça. Je me rappelle, il y avait la secrétaire aussi sur un comptoir, tu vois? Mais je me rappelle vraiment des, tu vois? Elle était comme ça,
et le médecin dans la porte de son cabinet, en fait, une main presque comme ça, tu vois, à écouter ma mère et qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? «Ouais, vous êtes tous des incompétents. S'il est en train de mourir, enfin, entre la vie et la mort, c'est que vous savez pas, bosser». Enfin bref, elle était en train de libérer toute une colère, en fait, d'une incompréhension de l'état dans lequel j'étais. C'était soudain pour tout le monde, en fait, hein, entre grippe intestinale et puis, opération du cœur et puis, machin, enfin voilà, il y a quand même une grande marge et donc elle se vidait et moi je me plaçais derrière elle et je lui disais: «Mais non, non, ça sert à rien, ne te mets pas en colère après lui, en fait. Il y est pour rien, c'est pas lui que j'ai vu» et pareil, même cinéma, en fait, personne m'écoute, personne, voilà et donc du coup ça me renvoie dans ma sphère et donc quand je vois la mère de mes enfants, je lui dis donc: «Dis bien à ma mère qu'elle arrête son cirque» parce que du coup, elle crie sur des gens qui y sont pour rien, en fait. Et le médecin, en fait, ben, il prenait quand même, tout ça, voilà, par bienveillance et puis, voilà, il a laissé dire, ce qu'elle avait à dire et tout ça, en fait, j'en ai eu des témoignages après forcément. Bah, donc du coup de ma mère et puis, de la mère de mes enfants. Tout ça s'est passé comme je l'ai vu, comme je l'ai entendu, comme je l'ai respiré, comme je l'ai senti et sauf que ma mère, par exemple, a mis, un temps fou à me confirmer ce souvenir. Et je lui disais: «Tu sais, je suis en train de remplir un questionnaire, on me demande si j'ai été, faire des voyages, des visites, qui j'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça». Donc je dis: «Moi, je suis en train de raconter tout ça, du mieux possible, en fait, hein, du plus juste possible». Et je lui dis: «C'est pas que ça m'intéresse que tu me dises si ça soit juste ou pas, parce que pour moi, c'est juste, mais j'ai au moins lis et valide un peu, ce que j'écris, quoi». Parce que je dis: «C'est des scientifiques et ça sert à rien de leur faire perdre leur temps sur un truc qui n'a pas existé, quoi et au bout de 5-6 mois quand même, avec insistance, hein, parce que je lui dis: «Là, je vais envoyer le questionnaire, donc il faudra peut-être quand même que tu te mettes à me valider, en tout cas, cette partie-là». Elle m'a dit: «Bah oui, ça s'est passé comme ça, mais tu me fais peur avec tes trucs». Et j'ai dit: «C'est-à-dire?» Ben, elle dit: «J'ai du mal, en fait, à pouvoir entendre qu'à un moment donné ou un autre, tu étais derrière moi, tu m'as parlé, je t'ai pas entendu, je t'ai pas vu». Donc tu vois, il y a tout ça aussi et je rebondis peut-être là-dessus, pour dire simplement qu'une expérience de mort imminente, elle est pas facile à vivre, mais je m'en suis rendu compte aussi, elle est pas facile à vivre pour l'entourage, tu vois? Pour, les proches et ça renvoie tout un tas de choses en fait, bah, qui appartient à chacun, hein, ça c'est pas le problème, mais ça devient, enfin c'est une expérience qui bouleverse, tout le monde en fait, voilà et il faut vraiment en avoir conscience et c'est pour ça aussi qu'au début, je dis bien au début, j'essayais d'aider ou pas, enfin en tout cas de témoigner aux scientifiques pour qu'ils puissent au moins avoir des réponses, et aider les gens en fait, à supporter tout ça et à mettre des choses en place pour que les gens soient soutenus plutôt que regarder un peu de travers en disant, «Oui, ben, peut-être pris un peu trop de cachets». Tu sais, c'est Ben Alexander au début, qui disait qu'on était que des demeurés, des drogués, jusqu'à ce qu'il alors lui en plus, c'était un grand enfin c'est un grand, chirurgien en fait, hein. Jusqu'à ce qu'il fasse lui-même l'expérience de mort imminente et là, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il aurait pu se taire ou pas dire grand-chose. Il a tout remis en cause ses travaux par rapport à ça et donc le gars, voilà, grâce à j'ai envie de dire que c'est grâce à lui ou en tout cas son expérience, mais il y a pas de hasard en fin de compte, peut-être que c'était quand même essentiel. Parce qu'il y a tellement de gens qui vivent ça qu'on peut pas simplement nous, cataloguer de détraqués ou de tu vois, parce que c'est vraiment lourd à porter ce truc-là, hein. Enfin, on a fait des groupes de parole, tu as des gens quand même qui ont, moi je me rappelle toujours là, elle m'a dit: «Tu te rends compte Fred, tu es la première personne à qui j'en parle et ça fait plus de 42 ans que je l'ai vécu». Donc si tu veux, tu vis 42 ans avec ça et c'est compliqué parce que du coup, tu as une appréhension, de l'autre et de la vie qui est complètement différente et ça, de devoir t'expliquer toujours, ouais, ça devient lourd donc je croise les doigts pour qu'il y ait des choses quand même qui se fassent de plus en plus, mais c'est ce qui est en train de se faire. De toute façon, ça se démocratise, hein, c'est pas le problème.
Parce que moi, souvent, on me dit: «Ben, vous êtes de plus en plus à témoigner». Oui, mais maintenant, qu'est-ce qui est compris derrière nos témoignages, quoi? Enfin, voilà, Ouais, c'est et qu'est-ce puis, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? qu'est-ce que toi tu vis aussi en revenant? Ce qui me pousse à te poser la question, comment tu vis ce retour? Parce que là, tu nous racontes un petit peu avec ta maman, le moment où tu es dans cet espace entre 2 mondes, Ouais, au moment où tu reviens heu, au coma c et c'est terrible. C'est terrible parce que, tu vois, tu te rappelles quand je t'ai dit: «Je me retrouve assis, je vois tout blanc, bouge plus, c'est rien que du bonheur». Je serais resté éternellement là, assis, vraiment. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Le retour, waouh, c'est attention quoi, bienvenue à la maison. Moi j'ai eu, alors pour traduire un peu la souffrance, tu simplement, je vais claquer des doigts, voilà, je l'ai fait et pendant le claquement des doigts, en fait, on t'a, débarrassé de toute la peau, sur le corps. On t'a dépecé. Je te laisse imaginer la douleur, nerveuse et machin et tout ça, mais c'est juste pour que les gens puissent se rendre compte qu'en fin de compte, c'est un truc, mais complètement puis tu sens ça parce que tu reprends possession de ton corps et dès que tu es de nouveau dedans, bah, ça réveille tout un tas de trucs et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai traduit ça. J'ai jamais été, dépecé en fait, hein, mais j'imagine en fait, voilà, rien que quand tu t'arraches un bout de un bout sur la main, c'est quand même, terrible donc voilà, imagine tout le costume en fait, donc et puis après, observer la vie et les gens. Enfin ça c'est alors, ça nous rend pas dépressifs et on s'est rendu compte de tout ça, hein. Il y a pas beaucoup de dépressifs expérienceurs, pourtant, on va dire que ça pourrait être, facilement, faisable. Mais moi, je suis triste, en fait, voilà. encore aujourd'hui? En observant tout ce qui se passe, ouais, ça me rend triste, ouais. Ça me rend triste sur plein de sujets, moi, il y a plus la télé chez moi parce que sinon je pète un câble, en fait. Voilà, c'est juste pas possible. Moi, tu sais, aujourd'hui, quand on me parle, donc à la télé ou dans la société d'écologie et qu'on me met en face des voitures électriques, ça me pose un problème sérieux, vraiment. Ouais, C'est pas ouais. comme ça qu'on va y arriver, c'est pas mais je sais que le système veut pas qu'on y arrive, enfin voilà, c'est tout ça, ça me les guerres, les conflits, les machins, les trucs, les pataquès, les ouah, tu envie de regarder Tu les vois les gens et dire: choses tu «Arrêtez-vous, vois les quoi». choses derrière? Est-ce que, en revenant, tu pouvais, lever le voile de finalement de ce qu'on veut nous faire croire? Est-ce que tu voyais ce qui pouvait se passer derrière? Ouais, Ouais. ouais et le souci, c'est que c'est tellement bien fait que même si on ramène des trucs, concrets ou le discours qu'on peut avoir qui peut être concret, vérifiable, machin, tout ça, ça serait par la masse discrédité et je m'en rends compte vraiment et puis sur des sujets, tendus comme la religion, comme tout ça, enfin voilà, c'est vraiment, et tu vois, j'avais l'envie de réécrire un autre bouquin et ce qui est tombé, c'est quoi? Hem, non, c'est pas ça sert à rien, en fait. Ça sera pas compris comme tu veux le dire, ça sert à rien. Enfin, voilà, tu secoues les bras, en fait, pour rien. Donc c'est ça la tristesse, c'est-à-dire se dire: Bordel, mais c'est tellement simple. On pourrait tous y arriver, tous, il y a pas de grand, il y a pas de petit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sur la planète, en fait, on pourrait y arriver. Mais sauf que j'ai l'impression que le système veut pas, en fait, entretient quelque chose comme ça et en tant qu'expérienceur, en fait, c'est tellement, téléguidé. Moi, je vois les ficelles, en fait, hein. Voilà, c'est ça le truc. On voit les ficelles et dans une situation un petit peu abracadabrante, je sais tout de suite où ça m'emmène. Donc du coup, soit j'arrête un peu le truc ou je laisse un peu traîner pour faire plaisir aux gens, mais, c'est désagréable, en fait. Voilà, c'est vraiment, Est-ce que être surpris de rien, tu imagines? C'est compliqué à vivre ça. Moi, il y a plus rien qui me surprend, plus rien. C'est vraiment, alors après on va dire: «Ouais, mais le gars il est, bah, dépressif et tout». Non, non, je vis tout un tas de trucs et c'est pas le problème. Mais, il faut comprendre ça quand même, c'est et on a cette conscience de dire: «Bah, de toute façon, c'est pas à moi à changer ça, c'est pas, voilà, si c'est comme ça, c'est que ça doit l'être en plus». C'est ça le problème, c'est que c'est juste. Donc j'ai envie de te dire que tout ce merdier qu'on a amené à vivre, il est juste. Maintenant, comment tu le vis toi? Comment je le vis moi? Comment les autres le vivent? Voilà, ça, la différence, elle va se faire ici. ouais, d'autant que de dire tout ce qui se passe ici, c'est juste,
pour certaines personnes, comme pour toi, avant 2009, c'était complètement inaudible, Ah j'imagine? oui, oui, oui et ça peut l'être encore aujourd'hui pour quelqu'un qui vient de perdre, son mari, sa femme, Enfant, ou ses enfants et là, moi, je me pointe et je dis: «Tout est juste». Voilà, ça peut être compliqué à entendre, mais je te prie de croire que si tu me laisses 2 minutes, en fait, les gens l'entendent et ils trouvent ça juste. Mais voilà, moi, j'ai eu le cas pour une dame qui avait perdu un enfant, justement, en bas âge et ça faisait presque 40 ans qu'elle était dans le deuil, alors un deuil pour moi malsain, en fait, hein. Tu entretiens une espèce de douleur et tu vis pas derrière et tout ça et on a pu en parler et elle m'a dit: enfin, merde, quoi». Ouais, je suis passé à côté de plein de choses et de rester dans sa douleur, dans sa colère, en fait, on n'est pas forcément dans quelque chose de bon. Moi aussi, j'ai perdu des proches, moi aussi, j'ai enfin, voilà. Mais c'est pour ça aussi que je parle souvent du Mexique parce que, tu vois, par exemple, la fête des morts, moi, ça me correspond plus que la Toussaint ici. Voilà, la Toussaint, faut être triste, faut ci, faut ça, c'est froid, en fait. Enfin, on va me dire c'est la période, mais c'est une manière froide de gérer ça. Au Mexique, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en avant, en fait, le défunt. Il aimait manger tel plat, bah, la famille, elle partage ce plat-là, en honneur, en fait, à. On fait revivre, en fait, quelque part, les gens, disparus et on les fait revivre dans la joie, pas dans la peine, tu vois? exactement. Et c'est pas du tout la même dynamique et voilà, moi, tu sais, aujourd'hui, quand j'apprends un décès, quelqu'un de proche, tout ça, j'ai presque un rictus, un sourire en me disant: «Il a du bol, quoi, il est retourné, puis, voilà, quoi». Mais bon, on va pleurer un peu parce que sinon on va passer pour un insensible ou je ne sais quoi, mais C'est je dis: quelque chose, j'ai «Putain». beaucoup entendu ça. Eh Tu vois, ouais, notamment avec Nicole et d'autres, ce côté, où, ben, voilà, un tel est mort ou je suis pas loin de partir et cetera et je me souviens que Nicole, elle m'avait dit: «Oh bah, quelle chance tu as». Elle avait sorti ça comme ça, ouais, un peu de c'est ça, manière, ouais. spontanée et lui avait été quand même un peu Ouais, interloqué d'entendre ça. Est-ce que, ça t'a fait du bien aussi de te sentir soutenu par d'autres expérienceurs? Au moment où tu reviens dans ton corps et cetera, est-ce que ça t'a heu, soutenu, on se soutient pas, en fait, c'est assez rigolo, on aurait dû les filmer ces groupes de parole, tu sais? Tu as quelqu'un qui va parler comme je le fais là, tu vois? Bah, tu as des expérienceurs qui feraient comme toi, qui se couraient la tête. Voilà, sans se parler, en fait, on sait de quoi on est en train de parler. Alors après, chacun a son vocabulaire, chacun a sa manière de mettre en image tout ça. Mais c'était assez curieux parce que, heu, on sait ce que l'autre est en train de dire, on comprend ce qu'il est en train de dire et ce qui fait le plus de bien, c'est qu'on n'est pas jugé et ça, c'est un truc, voilà. Je te plais pas, OK, mais ça enfin, c'est bien et puis je te plais, bah, c'est bien. Enfin, moi, je suis un peu comme ça OK. et ça peut être le cas sur les vidéos et souvent, bon, j'ai des personnes à qui je plais pas, voilà, parce qu'ils ont des points de vue différents du mien et tout ça et je rentre pas forcément dans les batailles, d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas et cette personne-là, en fait, m'avait dit: «Oui, mais si vous êtes pas prête à entendre le point de vue de quelqu'un d'autre, il faut pas aller sur internet» et j'ai dit: «Moi, je suis pas là pour, vous dire que c'est mon point de vue le meilleur ou quoi. Je suis en train de vous raconter ce que je suis, ce que je fais. Comment je l'ai ressenti et tout ça. Maintenant, ça vous convient, c'est parfait. Ça vous convient pas, bah, c'est parfait aussi, quoi. Voilà, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, si tu veux, tu vois? C'est vraiment comme ça et tous les expérienceurs vont être un peu comme ça et j'ai un ami, il y a pas longtemps, enfin, si, une petite paire d'années quand même, mais on faisait un repas, puis il dit: «Ah moi, de toute façon, j'attends que la mort». Voilà et si tu laisses ça comme ça, ça crée un vide, en fait, hein. Enfin, je veux dire, les gens vont dire: «Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu as un souci? Ça va pas? Enfin, tu veux de l'aide?» mais c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre, en fait. Un expérienceur, il attend que ça, mais donc on a vraiment conscience et souvent les gens disent: «Beh, tu qu'à te donner la mort, en fait», tu vois? Si c'était, beh, non, on le fait pas parce que déjà pas envie, tu vois? Quand je vais me suicider, ça fait non, ben, non, alors du coup, je reste là et qu'est-ce que je fais de maintenant jusqu'à ce que je vais être amené à partir? Bah, j'essaye de faire les choses qui me plaisent. C'est pour ça aussi qu'on a cette espèce de légèreté à dire, «Bah, tu pas envie d'aller travailler, bah, travaille pas. Tu pas envie d'aller ça, bah, fais». Voilà, et les gens vont dire: «Ouais, bah, c'est facile», mais ben, non, tu verras, essaye. Et il y a toujours des choses comme ça qui vont s'ouvrir, et qui vont te permettre de
bah, d'être en phase avec ce que tu veux. Si c'est vraiment ta décision à toi, hein, c'est pareil, je dis pas à tout le monde d'arrêter de bosser puis d'aller faire des soins ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, tu en as qui vont dire: «Mais non, moi ça m'intéresse pas». Enfin voilà, c'est au début aussi, j'avais des soucis avec les marchands de biens parce que je disais: «Ben, je m je me voyais pas continuer à gagner de l'argent comme ça». Et pour certains, en fait, je les faisais passer un peu pour des voleurs ou des enfin, tu vois? Moi, il y en a un, il m'a dit: «Oui, mais tu vois, tu es en train de dire, tu rachètes, tu transformes un peu, tu loues, c'est le locataire qui paye quelque part, enfin, c'est des opérations blanches». Je sais pas si enfin, voilà, si les gens connaissent un peu tout ça. Moi, c'était plus ma manière à moi de gagner de l'argent. C'est du commerce, hein. Tu achètes pas cher, tu revends plus cher, bah, ça surprend personne. Et moi, je voulais plus faire ça. Et le gars me disait: «Oui, tu nous fais passer pour des voleurs et tout ça», et bah, j'ai dit: «Est-ce que tu es un voleur?» «Bah non». «Bon, bah, alors pourquoi tu as l'impression que ce que je suis en train de te dire te fait passer pour un voleur?» J'ai dit: «Moi, c'est juste que ça me correspondait plus, c'est tout, mais j'ai c'est le principe du commerce les gars, réveillez-vous». Enfin, je veux dire, tu peux acheter n'importe où dans le monde, des trucs à 2 €, tu vas les revendre 15, on va dire: «Ben, oui, tu es un voleur». Ben, non, je suis un commerçant en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, voilà, tout le monde mais moi, c'était plus, mon truc, voilà. Je ne voulais plus être dans cette dynamique-là, quoi, voilà. Je Tu as voulais dû plus être changer dans quand même. grand-chose. Tu as dû Ouais, changer beaucoup de choses par rapport aux personnes qui t'entourent, qui te connaissaient, avant et d'un seul coup, ben, d'abord, tu es pas si bien que ça en revenant et en ouais, plus, tu changes complètement ton état d'esprit sur la vie, oui, sur la mort, sur l'énergie, sur les ouais. émotions, heu, Bah, c'est il y a plus de par exemple, les amis, ça fait 15 ans qu'on se connaît, donc même s'il y a un peu des frottements, on met le mouchoir dessus. Non, non, moi, si ça m'embrouille et au revoir monsieur, j'ai plus de temps à perdre, en fait. C'est ça qui a changé aussi, mais pour les autres surtout, tu vois? Ce que je disais aussi, tu vois? Par exemple, bah, donc avec ma compagne, hein, je peux pas dire: «Je t'aime». Voilà. Et c'est un mot que je ne supporte plus. L'amour, je t'aime, voilà. Et si je reste là-dessus, c'est pareil, je vais encore passer pour un gars qui est sans cœur, qui est sans rien, sans ce qu'on veut. Bah, souvent je le fais ça en salle de conférence. J'ai levé la main, tous ceux qui ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire, par amour. La question elle est simple, hein. Par amour, j'ai fait ça, mais j'avais pas forcément envie de le faire. Bah, moi aujourd'hui en tant qu'expérienceur, comme je l'expliquais, si je fais pas quelque chose, c'est parce que j'ai pas envie, si je le fais, c'est que j'ai envie. Et souvent, c'est j'aimais ça parce que, du coup, on va être amené à dire, par exemple, en couple: «Ouais, mais si tu fais pas ça, c'est que tu m'aimes pas». Ou «Si tu fais ça, c'est que tu m'aimes pas». Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, qui vont, bah, te clouer, en fait, un petit peu au sol parce que, du coup, c'est pas parce que tu vas faire quelque chose qui est pas forcément en accord avec, la personne avec qui tu partages ta vie que tu ne l'aimes pas, enfin, tu vois? Et c'est le truc qui m'a vraiment posé beaucoup de problèmes, c'est ça, c'est la relation, enfin dire, bah, amicale et puis, amoureuse ou en tout cas, je suis par contre dans une bienveillance avec les gens, plus, voilà. Maintenant, je suis pas sûr que les gens qui soient dans un système d'amour soient vraiment aussi bienveillants que ce que je peux l'être. Enfin voilà, je sais pas bah, si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais moi c'est vrai ce que je ouais, perçois là chez toi, c'est qu'en fait, ben, tu dois apprendre à t'aimer toi déjà vraiment et puis à ouais, aimer les autres comme ils sont. c'est ça. Si ça te convient, bah, tu restes, si ça te convient pas, tu iras. C'est ça et toi, ben, si on a des soucis avec toi, ben, enfin, moi avant, j'avais tendance quand même à essayer de me modifier, de me modeler pour essayer de ça sert à Plaire à rien tout en fait. Voilà, moi je suis comme je suis en fait. Ça vous plaît pas, ben, c'est pareil quoi et tu sais, j'avais échangé, au téléphone avec quelqu'un, donc on était en friction en fait, hein et on est resté au moins 2 heures au téléphone, lui disait blanc, moi je disais rouge, enfin voilà, on n'y arrivait pas, hein. Et au bout d'un moment, il me dit: «Bon, on va s'arrêter là monsieur, vous êtes qu'un con». Alors balancer comme ça, c'est aussi assez violent, hein et je lui dis: merci». Et là, du coup, donc j'ai renvoyé de l'autre côté, mais il me dit: «Comment ça?» Il dit: «Je viens de vous dire que vous êtes un con». J'ai dit: «Oui, mais qu'est-ce que c'est un con pour vous? C'est quelqu'un qui n'est pas comme vous, qui pense pas comme vous, qui fait pas comme vous?» «Oui, bon, ben, voilà, c'est ce que je suis. Je suis un con. Parce que je suis pas comme vous, je suis pas» j'ai aussi voulu être pour moi un con, enfin voilà.
Et j'ai compris ce truc-là, mais en fin de compte, je vais rebalancer un truc et ça lui a posé un problème à lui, en fait. Parce il voulait en fait me piquer en me disant: «Vous êtes qu'un con ou un imbécile ou quoi, ouais, bah, c'est OK. Je suis pas comme vous, en fait. C'est ça, bah, ça me va. Donc si ça s'appelle être un con, je suis un con». Enfin voilà et j'aime bien redonner cet exemple-là parce que souvent les gens disent: «Oui, mais moi quand je parle, voilà, on me respecte pas ou on me prend toujours pour un demeuré», alors qu'en fin de compte, en creusant un peu, bah, j'avais raison et c'est pas grave ça, il faut rester sur ce que vous êtes et et puis c'est déjà pas mal, en fait. Occupez-vous de vous, c'est déjà un boulot et puis après le reste, ça rayonne. Alors ceux qui sont intéressés par ce que tu es, ben, ils vont s'accrocher à toi et puis ceux pour qui, ben, tu rien à voir, enfin en tout cas en interaction, ben, ils vont aller faire autre chose, quoi. Tu sais, c'est comme là on fait une vidéo, YouTube, je ne comprends pas les gens qui mettent un pouce, j'aime pas, tu vois? Moi je regarde une vidéo, j'aime pas, ben, j'arrête et je passe à autre chose, quoi. Je vais même pas mettre un commentaire négatif ou quoi que ce soit. Je ne vois pas l'intérêt, parce que du coup, ça ne changera rien. Voilà, c'est un peu ça et c'est comme ça qu'il faut observer la vie. Alors on va dire: «Oui, bah, c'est pas comme ça que ça va avancer». Vous détrompez-vous, hein. Si vous réfléchissez assez loin, vous verrez que voilà, c'est comme ça que ça peut avancer. Quand Mais même une histoire d'ego, hein, quand même, tout ça, tout ce que tu es en train de nous oui, raconter. oui, oui, mais moi Dans le souvent jeu, j'ai des questions aussi gênantes un peu, parce que j'ai pas mal de vidéos, de trucs et là, par exemple, il y a encore pas longtemps, voilà, quelqu'un, je lui réponds pas. Mais par bienveillance. Parce que je me dis, en fin de compte, si je lui réponds, ça va lui poser encore plus de problèmes que ce qu'il a déjà avec sa question là. Du coup, voilà, je remets pas une couche. Mais j'en connais d'autres qui seraient ravis de venir, mettre le coup de pelle, fatidique, tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Mais ça ne sert à rien. Cette personne a ses opinions, voilà. J'ai les miennes et il comprend pas les miennes. S'il les comprend pas, c'est pas en lui expliquant qu'il va les comprendre. Voilà, C'est complètement, finalement, ce que tu viens de dire là, ce que tu viens de résumer, on peut l'appeler, sagesse, par exemple, hein, pour, si on veut mettre des mots, mais ouais, c'est ce qui fait vraiment la différence entre le Fred, avant 2009 et le Fred après 2009, finalement. oui, 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 bah, ouais, complètement, parce que là, ce qu'on fait aujourd'hui, il fallait pas m'en parler, enfin voilà, les problèmes des gens ou essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un, c'était pas vraiment mon délire non plus, enfin voilà, moi les gens, bah, ils étaient ce qu'ils étaient et puis moi j'allais faire ce que j'avais à faire et c'était très bien. Je m'intéressais absolument pas à l'autre, en fait, voilà. Alors je m'intéresse à l'autre maintenant, mais je me suis beaucoup intéressé à moi, hein. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est moi et après, ben, ça rayonne sur l'autre. Alors c'est positif, tant mieux, c'est négatif, ben, tant mieux. Enfin voilà, j'ai pas de Ouais. parce que j'accepte en fait que les gens puissent, ne pas entendre ce que j'ai à dire ou quoi. Enfin voilà, je suis pas, oui, c'est voilà, il y a pas de problème. Tout comme moi en fait, hein, je peux avoir aussi des problèmes avec certaines personnes dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. Beh, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc voilà, laisse-les faire ce qu'ils ont à faire et puis, ça ira très bien. OK. C'est un peu ça aussi, tu vois? Sans être, obligé d'essayer de convaincre ou de c'est moi qui ai raison, et on en reparlait encore avec une amie hier. J'aime pas la compétition, j'aime pas la course, j'aime pas enfin, tu vois? C'est moi le plus fort, c'est moi le plus je saute le plus haut, le plus loin. Ouais, si tu veux, voilà. Et alors? Enfin, voilà, c'est donc ça peut en intéresser certains. Moi, c'est pas mon truc, quoi. Et je me suis aperçu qu'on était vraiment mieux, dans cette dynamique-là, en fait, de et on peut observer beaucoup plus de choses comme ça, quoi. Ouais, Voilà. On passe complètement. plus à côté, enfin, moi, je pense pas passer à côté de ma vie maintenant depuis 2009. C'est vraiment, il peut peut-être y avoir deux trois petits couacs, hein, je te dis pas que je suis exceptionnel non plus. Mais, tout ce que j'ai à saisir, je le saisis et voilà. Et tout ce que je dois laisser, je le laisse. J'en ai laissé pas mal. Ah, c'est une belle, belle preuve de sagesse qui pourra sans doute, j'espère, aider beaucoup de personnes qui vont entendre ce témoignage. Je voudrais te poser 2 questions avant de clôturer cette très inspirante conversation. Dé D'ores et déjà, merci. Heu, si si demain, tu avais une baguette magique, et pourquoi demain? Maintenant, tu as une baguette magique et tu pouvais changer quelque chose dans ta vie depuis que tu es, dans ce monde, dans ce corps.
D'abord, est-ce que tu changerais quelque chose? Et si jamais la réponse est oui, qu'est-ce que tu changerais? Non, non, rien, je change rien, absolument rien. Et si tu me dis: «Bon, quand même, tu es obligé de prendre un vœu ou un truc, machin», donc je fais le vœu de rien avoir à envie de changer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, OK. vraiment, non, 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 la vie, en plus, c'est nous, enfin, le changement, c'est nous. Enfin, ta vie est en décalage par rapport à ce que tu peux être, là, c'est ce qu'elle était moi au départ. Mais en rien, je changerais tout ça non plus. En fait, j'ai eu besoin de vivre tout ça. J'ai eu besoin. Donc non, pour moi, tout est équilibré jusqu'à aujourd'hui. OK. Donc non, je change rien. On sait jamais, ça peut être quelque chose de différent et pas me plaire. Donc du coup, là, voilà, ce qu'il y a là, c'est très bien. Je changerais rien. D'ailleurs, ça Ouais, me fait poser une autre question, avant la dernière. C'est, est-ce que pour toi, de ton regard, avant de t'incarner dans ce Fred Medina-là, c'est quelque chose que tu avais, prévu, écrit? C'est quelque chose qui était, ouais, un petit peu passé comme si, tu l'avais oui, prévu? oui. Le fameux livre que j'étais amené à lire, pendant mon expérience, en fait, c'est moi qui l'ai écrit. Hein, c'est bien pour ça que je dis: «C'est ce qu'on a décidé de vivre». Et alors j'entends déjà des gens en train de marronner, «Oui, bah, sûrement que ma maladie, machin, c'est moi qui ai décidé». Oui, oui, c'est moi qui ai décidé tout. Les décès, les machins, les trucs, la vie un peu terrible qu'on peut être amené à vivre, c'est nous qui l'avons décidé. Et quand on prend ça comme ça, du coup, moi, à mon sens, c'est un peu plus léger. Parce que moi, je suis assis sur ma chaise, la caméra, allumée, enregistrée, à dire des choses, voilà, c'est tout est beau, tout est rose, tout est machin, mais ma vie, en fait, elle est pas comme ça. Elle est pas comme, si je me mettais à raconter ma vie et ce que j'ai fait sur certains dans certaines circonstances, ça peut être quand même amené à poser problème. Mais maintenant, c'est pas parce que j'ai vécu des choses terribles ou pas, c'est qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce Exactement. que voilà. Ce que je dis aux gens, qui viennent là en cabinet, je dis: «Vous savez, j'ai une boîte aux lettres comme vous. Tous les jours, je peux recevoir des mauvaises nouvelles dedans ou, non, on reste sur la boîte aux lettres. Mais c'est moi les mauvaises nouvelles, comment je vais les prendre? Qu'est-ce que je vais en faire? Et vous, qu'est-ce que vous allez en faire?» Et donc c'est vraiment comme ça qu'il faut, appréhender tout ça. C'est vraiment important, ouais. Et là, je suis perdu, je sais plus pourquoi je te disais ça. Non, parce que je te Ouais, posais la question de savoir le livre, tu l'as très bien répondu d'ailleurs. Tu as oui, dit: «Le livre, c'est ben moi qui voilà. l'ai écrit avant d'arriver». On a tout décidé, oui, et c'est pour ça que derrière ça, je donne parce que souvent les gens disent: «Bon, bah, c'est OK, donc j'ai écrit tout ça. Maintenant, comment je suis sûr à 100 que je suis vraiment sur les rails de ce que j'ai écrit?» Parce que je parlais du libre arbitre, du machin, du truc, oui, alors peut-être que la société, elle va t'amener à penser autre chose. Et ben, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Frédéric Médina, en fait, quand il y a quelque chose qui vient à lui, donc qui se propose à lui, c'est oui ou c'est non. Et c'est tout, et c'est ça. Et si c'est oui, bah, donc du coup, je me mets sur les rails du oui, donc je mets toute mon énergie dans le sens du oui, et donc je vis des choses, qui sont différentes que si je m'étais mis sur le non. On est bien d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre le truc. Et quand ça vient à moi, en fait, que ça soit oui ou que ça soit non, bah, c'est presque le livre quasiment qui te répond. C'est-à-dire là, oui, il faut que tu y ailles, en fait, c'est voilà, et même si ça peut faire peur ou être terrible ou quoi, oui, mais là, il faut que tu y ailles. Il faut que tu traverses ça pour, et c'est tu pas le choix. En fait, on a décidé ça et c'est comme ça. Et quand on dit «on», ça fait un peu, schizophrène l'affaire. Mais c'est, ton incarnation et ton énergie. Voilà, on. C'est pas, tu sais, souvent les gens disent: «Ouais, on a quelque chose au-dessus de la tête qui va décider pour nous et tout ça». Non, non, c'est vraiment, ce que je suis là aujourd'hui devant vous qui a décidé en fait de l'être. Maintenant après pourquoi, comment, tout ça, on peut en parler des tonnes et des tonnes, mais voilà, tout est décidé. De la date de naissance, les parents, les machins, les trucs, tout ce que tu vis là au milieu et la date de mort, et la manière dont, on décède aussi. Ce qui peut permettre de rebondir sur tous les suicides et les choses comme ça. Alors je sais que c'est un sujet qui est assez tendu. Moi, j'ai tendance à dire quand même, malgré tout, le suicide, ça se respecte. Faut déjà commencer par ça.
Parce que souvent les gens disent: «Oui, mais pourquoi? Comment? J'ai pas vu, j'ai pas» donc tu sais, on récupère un peu la maille de tout ça et non, vous avez rien à voir là-dedans, en fait. La personne, elle a géré ça comme elle devait le gérer et et ça se respecte et ça a été décidé aussi. Voilà, c'est vraiment, c'est une manière de partir et il y a pas de trop tôt, trop tard, voilà. C'est vraiment, c'est comme ça que c'est décidé. Mais nous, on va avoir tendance à dire: «Ben, voilà, il est trop jeune ou quoi». Enfin, oui, OK, mais c'était comme ça que c'était à la base. Donc quand on prend conscience de ça aussi, ça vous permet de vous dire quoi? Bah, les gens qui sont autour de vous, bah, profitez-en, parce que demain, ils sont peut-être plus là et vous avez envie de dire à quelqu'un des choses et ben, vous lui dites et que ce soit un coup de fil, un machin, un truc, ou vous avez envie de faire quelque chose avec, vous le faites. Voilà, c'est et quand on est comme ça, en fait, après ça, il y a pas de regret. Tu vois? C'est, un expérienceur, pourquoi il va être amené à te dire: «J'attends, la mort avec impatience». C'est que là, par exemple, on va dire: «Tiens, bah, de nouveau, je vais reclaquer les doigts», d'accord? Mais tous les 2, on va décéder à ce moment-là, quand j'aurai claqué les doigts et on va être amené à se poser des questions. «Fred, qu'est-ce que tu as pas fait? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça?» «Stéphane, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a un truc que tu aurais voulu faire?» machin, tout ça et je pense que toi, de ton côté, n'ayant pas vécu cette expérience-là, il y aura la liste va être beaucoup plus longue que la mienne parce que moi, c'est au quotidien, en fait, que je fais, en fait, on dit: «On peut partir maintenant, c'est bon». Enfin, voilà. Alors il y a toujours des choses à faire, hein, puisqu'on est encore là. Mais c'est pas des choses essentielles comme tu pourrais être, amené à les avoir en tête, tu vois? Je sais pas, enfin, m mais tu verras ça de ton côté, tu verras qu'il y a quand même des trucs qui peuvent, gratter un peu en disant: «Ah oui merde là non, moi je suis pas prêt à partir en fait parce que», voilà. Parce que quoi, Stéphane? J'ai pas dit je t'aime à je sais pas qui ou je sais pas quoi ou, bon bah OK alors dis-le parce qu'on sait jamais en fait. Enfin voilà, c'est tous les Mmh. trucs, voilà, C'est qu'il une vraie faut question. ouais. Une vraie question. Et puis ça m'emmène justement à cette dernière question que j'avais envie de te poser. Heu, Si demain, voilà, l'humanité, s'éteint, moi c'est en lisant le livre de Frédéric Lenoir, «L'âme du monde» qui m'a poussé à avoir envie de poser cette question et que tu sois appelé à être un de ceux qui va délivrer un ultime message à l'humanité, qui va faire l'humanité de demain. Quel serait ce message que tu délivrerais, sachant que ça serait un message qui serait entendu et appliqué? Beh, donc respectez-vous, mais individuellement en fait, hein, pas les uns les autres, individuellement et en faisant ça, en fait, quand on se respecte, on respecte les autres et on respecte notre environnement et tout ça. Donc quand tu te respectes, en fait, voilà, il y a tu vas pas aller polluer de l'eau, tu vas pas aller, je ne sais quoi, tu vas pas aller, voler, tu vas pas aller, toutes ces lois, toutes ces choses qui nous emmènent vers des trucs abracadabrants, en fait, voilà, c'est, en étant comme ça, dans le respect de soi, heu et ben, du coup, je pense que tout fonctionnerait beaucoup mieux et s'il y a 10 personnes qui redémarrent tout ça sur ce fonctionnement-là, du coup, je pense que ça peut être vite sympathique. Voilà, c'est vraiment, ouais, ouais, respectez-vous, donc vous, le soi, la personne que je peux être avec les autres et puis, après, ben, de toute façon, tu as pas besoin de dire d'être dans la bienveillance, ça devient un automatisme, en fait. Enfin, c'est Le respect. toutes ces choses, voilà, qui vont être, ça se met en place tout seul, en fait. Voilà, c'est vraiment, et ouais, c'est ça, ouais, c'est être sur soi et quand tu regardes la société aujourd'hui, en tout cas jusqu'à ici, on va dire: «Non, non, faut surtout pas être sur toi, faut voilà, reste pas sur toi parce que, c'est pas comme ça, qu'on fait, il faut s'occuper des autres» et ci et ça. Moi, je croise tellement de personnes qui s'occupent de tout le monde, mais de personne, en fait, parce qu'on n'arrive pas à s'occuper de soi déjà et prendre du temps pour soi et se renforcer, en fait et quand, tu es renforcé, bah, forcément tu peux, aider beaucoup plus donc s'ils sont que 10 pour tout, reconstruire, ouais, respectez-vous déjà les gars. Respectez-vous. OK. Ouais, vraiment, et donc dans le sens je prends soin de moi
et donc parallèlement à ça, bah, si je prends soin de moi, je pollue pas. Parce que du coup, bah, si je pollue, voilà, donc je fais en enfin, il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place comme ça, c'est inimaginable, en fait. Derrière, simple fait que je me respecte moi. Ouais, voilà, bah, je sais pas si ça répond Mais si, ça répond à tes parfaitement. questions, Merci. mais voilà. Oui, respectez-vous. Et puis derrière moi, derrière le mot respectez-vous, j'entends bah, soyez aligné avec votre cœur, soyez aligné avec qui vous Ouais, c'est êtes, ça. et ce que Heu vous heu, aimez pas. mais Voilà. c'est un automatisme après, donc là, on parle de 10 personnes, OK? Beh, donc si tu te respectes, tu es forcément avec les 9 autres et il y a pas de, quand je dis respectez-vous, c'est pas construisez des murs et faites votre truc à vous et machin, non, c'est pas Ouais, là-dedans qu'il faut c'est aller. pas dans un état d'esprit égoïste, mais Non, bien d'expansion personnelle au oui, service aussi des autres. c'est ça et si les autres sont dans la même dynamique, en fait, il y a pas d'histoire de mur ni de quoi que ce soit. Tu vois? C'est L'histoire de mur, elle va arriver que si on veut te manger un peu ton espace et puis au final, tu vas dire: «Bon, bah, là, non les gars, ça le fait pas». Mais si tu es pas dans cette dynamique-là, en fait, voilà. OK. Donc voilà, je pense qu'ils y arriveront mieux que nous, en fait, à 10 comme ça, il y a pas besoin de plus. Merci infiniment, Fred, d'avoir dit oui. Si Bah, les gens qui nous ont suivis aujourd'hui, ils ont envie de mais, comment on peut joindre Fred? Comment on peut le connaître? Est-ce que tiens, si je veux un soin, comment je me débrouille? il y a beaucoup de choses des blogs, des trucs, des sites, mais le plus facile, c'est, sur Facebook. C'est le seul truc que j'ai gardé un peu, donc du coup, les gens là, ils peuvent m'envoyer des messages facilement et on communique assez facilement. Messenger. Et puis Google aussi. Enfin, en tapant mon nom. Adresse mail? Ton adresse mail? Ouais, mais même, Google, c'est comment ça s'appelle? Google Business, il me semble. Donc tu tapes mon nom et mon prénom et tu as mon mail, tu as mon téléphone, tu as mon adresse, tu as OK, tout ce qu'il faut, ouais, ouais. Mais voilà, sinon vraiment site, enfin en tout cas truc internet. J'ai une chaîne YouTube aussi, mais voilà. Ça se retrouve aussi, Frédéric Médina, voilà. Hem et puis, Facebook, ouais, voilà, parce que je trouve que c'est assez pratique pour moi parce que je me rends compte des messages que je peux être amené à recevoir. OK. Voilà. Très bien. Merci infiniment de ta présence pour cette Bah, c'est moi conversation qui te remercie pour passionnante. l'invitation, ouais Bah, et ouais, puis, bah, voilà. Moi, je m'appelle Stéphane Robin, ma chaîne, elle s'appelle Stéphane Robin aussi. Ce qu'on vient de faire, ça s'appelle bah Conversation inspirante bah, voilà. En et espérant avoir inspiré beaucoup et voilà. expiré maintenant, voilà. Exactement, Mmh. voilà. Eh bien, je te dis à bientôt, Fred. Oui, avec Merci. plaisir, ouais. Porte-toi bien et puis, ciao, ciao. Ouais, soyez heureux les amis. Ciao.